L'extrême gauche tue, la mort de Quentin, 23 ans. La semaine dernière, Quentin était étudiant en mathématiques, passionné de philosophie, amateur de tennis. Il a été tué par l'extrême gauche pour ses idées. Le procureur de la République a parlé il y a quelques instants. Il a validé la thèse de la poursuite et du lynchage et non pas la thèse de la rixe, comme il avait été dit au début des informations lorsqu'elles sont parvenues en tout cas. Je voudrais qu'on écoute 2 ou 3 personnes qui se sont exprimées ce week-end et également ce matin. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, il était sur France Inter. Ça peut être vu comme une forme d'atténuation, ça fait penser à un affrontement entre bandes, là c'est beaucoup plus grave, ce sont des mouvances ultra qui recourent de part et d'autre, très souvent à la violence, et donc non, le mot rixe me semble un peu sous-estimer le phénomène, et quand bien même ça aurait commencé par une rixe, ça se termine par un lynchage qui entraîne la mort d'un jeune homme de 23 ans, donc c'est très grave, donc pour moi il n'y a même pas débat sur ce terme. Et il intervenait, vous l'aurez compris, sur le mot rixe utilisé par certains médias, et c'est vrai que oui, par certains médias, il faut le dire dès le départ. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas adhéré à la thèse de la rixe. Et si vous voulez, c'est un jour sans fin, parce qu'on essayait de nous faire exactement le même coup pour Thomas à Crépol, où vous aviez d'un côté des jeunes qui viennent avec des couteaux, et de l'autre des jeunes qui étaient simplement là pour danser. Et on nous disait c'est une rixe, un affrontement entre 2 bandes rivales. C'était pas du tout ce qui s'est passé. Il y a une bande qui est venue en tuer une autre. Et il suffit de voir les images diffusées sur certaines chaînes du lynchage qu'a subi Quentin pour bien voir que quand vous vous acharnez à plusieurs sur un corps qui est déjà inanimé, vous n'êtes pas en train de vous bagarrer, vous êtes en train de lyncher, vous êtes en train de tuer. Quand vous donnez des coups au niveau de la tête, c'est pas une bagarre, c'est un véritable lynchage. Et donc, c'était très intéressant tout ce week-end, parce que bas les masques. Chacun a pu voir qui dit quoi, quel média, à quelle ligne éditoriale, etc. Quel média sert quel discours. On a vu qui était qui ce week-end et c'était instructif de ce point de vue-là. Je partage votre avis. Laurent Nunez, hier soir sur France 2, ciblait l'ultra-gauche. Manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. Manifestement. L'enquête permettra de confirmer ou pas si c'était des militants de la Jeune Garde. Mais les témoignages vont en ce sens, manifestement. Bon, ça c'est quand même intéressant, Gauthier Lebret et Christophe Bordet, parce que on écoutera également Gérald Darmanin tout à l'heure. La Macronie a dit les choses. Le président de la République n'a pas nommé effectivement l'extrême gauche, mais le simple fait qu'il ait pris la parole montre sans doute son inquiétude. C'est pas si fréquent que le président de la République prenne la parole sur X après un fait de ce type. Tout à fait. Et ce qui a été intéressant, c'est que Gérald Darmanin et Laurent Nunez ont tout de suite dit les choses. Absolument, avec l'un comme l'autre, on ciblait l'ultra-gauche. Le président de la République qui a pris la parole alors que tous les médias n'en parlaient pas. Généralement, quand il y a une parole du président de la République, c'est après un battage médiatique. Là, je trouve que ce week-end, à part Europe 1, le JDD et CNews, beaucoup de médias n'ont pas donné la juste place à Quentin. Vous avez fait un tweet d'ailleurs sur ce sujet, Pascal. Certains parlaient plus des violences aux États-Unis que de la mort de Quentin. C'était là aussi très, très instructif. Alors Gérald Darmanin, il a un mérite, c'est toujours le même, c'est de savoir nommer les choses. Donc il n'y a pas de détour. Après, si on parle de la Macronie, on va prendre toute la Macronie dans son ensemble et on va rappeler qu'il y a eu une alliance électorale où on a appelé à voter pour la France Insoumise face au Rassemblement National. Donc moi, je prends le cas précis de Raphaël Arnaud. Il n'y a pas eu de désistement puisque la candidate macroniste a été battue dès le premier tour, elle n'a pas pu se maintenir. Mais il y a eu un second tour, Arnaud, députée RN sortante. Et si je me fie à la consigne de vote de Gabriel Attal sur France Inter, quand on était macroniste, il fallait voter Raphaël Arnaud. Donc il y a quand même une responsabilité de ce point de vue-là face à la France Insoumise. Et je serais Gabriel Attal, je viendrais solder une bonne fois pour toutes cela et en disant que plus jamais, il n'appellera à voter la France Insoumise face au Rassemblement National. Alors on va être précis. Qu'avait dit Gabriel Attal effectivement sur ce duel entre un candidat RN et un candidat LFI? Qu'il fallait prendre le bulletin de vote LFI. Voilà, il n'avait pas dit de s'abstenir. Non. Donc Raphaël Arnaud est député parce que Gabriel Attal lui a donné la consigne. Parce que les électeurs macronistes, je ne sais pas si les électeurs macronistes... Ils l'ont écouté. Voilà, en tout cas, ils ont préféré les électeurs d'Avignon, le candidat triple fiché S, chef de la Jeune Garde des Antifas, que la députée RN sortante qui n'avait pas fait l'ombre d'une polémique. Et maintenant, Gabriel Attal essaie de se défendre, ou l'entourage de Gabriel Attal, en disant « Oui, mais il a été le seul à aller à la rencontre directe de M. Arnaud », pour l'affronter, pour lui dire les choses, les yeux dans les yeux, etc. Mais ça ne change pas, évidemment, cette consigne de vote. Sabrina Medjeber. Ça ne change rien que Gabriel Attal ait des remords et qu'il parle de
de ce qu'il a dit pendant les législatives, où il appelait effectivement sur France Inter à mettre un bulletin LFI plutôt qu'un bulletin RN. Le fait est qu'il y a en France aujourd'hui un parti politique qui est un parti proto-terroriste, à savoir, même si on peut même pas le qualifier d'organisation terroriste, avec sa chaîne de production idéologique, qui déverse toute sa haine envers les femmes qui défendent les femmes, qui déverse toute sa haine envers les Français de confession juive, qui parle de racisés en permanence, qui instille un racialisme politique, qui conflictualise tous les débats, qui a pour objectif de toute façon de bordéliser et de la France et de mettre la France à feu et à sang, qui a une chaîne de commandement, une chaîne de production idéologique et un bras armé qui s'appelle la Jeune Garde. Oui, c'est ça le vrai sujet en France. Si ce que dit Georges Fenech. Sabrina, je veux bien la croire et je partage beaucoup de ce qu'elle dit, est vrai. On peut se poser légitimement la question de savoir qu'est-ce qu'on attend pour engager une procédure de dissolution, non pas d'un parti politique, puisque LFI n'est pas un parti politique, vous le savez. C'est sous le régime juridique de l'association loi 1901. Il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas de cotisants. On peut se demander si effectivement tout cela vérifie et si les derniers faits révèlent qu'effectivement il y a eu un rapport direct, collusion on peut dire, voire complicité dans la mort de ce jeune. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus grave pour demander à minima la dissolution quasiment de ce mouvement, quoi. Il faut dire aux auditeurs qu'il y a un vrai doute donc sur la participation du collaborateur de Raphaël Arnaud. Il était là, a-t-il lynché? Il était là, même selon Mediapart. Mediapart a sorti l'information. Il a été suspendu par Yael Braun-Pivet. C'est une information aussi. Il a été suspendu. Son accès n'est plus possible à l'Assemblée nationale. Si effectivement cet homme était aujourd'hui innocent, il aurait déjà pris la parole. On est bien d'accord. Sans doute. En tout cas, c'est une possibilité. Mais moi, je donne les informations qu'on a. Vous avez présent. raison. Exclu de l'Assemblée nationale par Yael Braun-Pivet, et il avait déjà pris pour cible un journaliste de Frontières une semaine avant. Et, on peut en parler de ça. Voilà, Jordan Florentin. Voilà. Il allait couvrir un meeting de Raphaël Arnaud. Il y avait son collaborateur parlementaire qui est venu l'intimider dehors. Et il a été enfariné à cette occasion-là. Il est clair qu'une personne sur un fait aussi grave, qui n'a rien à se reprocher, on est 100% d'accord, prend la parole depuis vendredi, va sur tous les plateaux de télévision pour dire où je n'étais pas présent. Et des témoins, pour être parfaitement complet, disent qu'il a participé au lynchage. Mais bien, non seulement ça, je cite des témoins. C'est Jordan Florentin, qui est reporter de Frontières, qui disait ce matin, rapportait un témoignage. Et chacun peut l'écouter, il est sur Twitter, ce témoignage. Voilà. Exactement. On va marquer une pause dans une seconde. On écoutera également Maud Bréjon, elle est porte-parole du gouvernement. Elle était ce matin sur BFM et il y a une responsabilité morale de LFI, c'est ce qu'elle a dit. Donc on a quand même le sentiment que c'est un moment de bascule. Un moment de bascule pour la France insoumise. D'ailleurs, Monsieur Mélenchon a bien compris le danger. Il a beaucoup parlé et beaucoup tweeté ce week-end. On va marquer une pause. Manifestement, les paroles du procureur ne vont pas aider non plus la France insoumise, puisque la thèse de la France insoumise n'est pas retenue par le procureur de la République de Lyon. Et on écoutera peut-être ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce week-end, disant nous n'avons rien à voir dans cette sombre et dans ce drap. Pourquoi cette déclaration est importante, Alice Cordier? Parce qu'elle confirme que ce n'était pas l'affrontement entre deux bandes rivales. Et c'est extrêmement important parce que dans la volonté de relativiser parfois ce week-end ce qu'a fait l'extrême gauche, il y avait cette idée qu'au fond c'était un affrontement classique qui peut exister entre deux bandes rivales, une rixe, et que ces deux bandes rivales s'affrontent régulièrement sur le terrain et qu'il peut y avoir des blessés. C'est pas le cas du tout. Non. Là, on apprend que c'est la lâcheté, la barbarie, une quinzaine de personnes qui en poursuivent 3, qui s'acharnent sur une personne, en l'occurrence Quentin, et Quentin meurt. Des coups à la tête, hein. Et des coups à la tête. Évidemment que c'est un basculement, que on a sous nos yeux ce que nous disons régulièrement de cette extrême gauche qui lynche, extrême gauche qui menace, extrême gauche qui tue. Et c'est un cas, effectivement, grâce à la vidéo d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait pas la vidéo, il y aurait une réécriture de ce qui s'est passé jeudi, une réécriture évidemment de la France insoumise, mais peut-être aussi des médias. Oui. Car cette réécriture, elle a même existé. Ils l'ont fait, oui. Et c'est les premières heures après la mort de Et on Quentin. a même, si je puis me permettre, l'impression, après avoir écouté le procureur, le sentiment que c'était bien prémédité de la part de ceux qui ont agi.
que c'était pas quelque chose. Ils sont pas arrivés là par hasard. Ah ben tiens, il y a des gens qui sont venus pour protéger Némésis. Ah ben tiens, ils sont là, on va leur taper dessus. Non, visiblement, c'était, dans ce qu'on comprend, prémédité. Et ça, c'est important aussi, quand même. Ça n'a pas été retenu, la préméditation. Je pense que c'est important quand même dans ce qu'on entend là. Alors, Alice Cordier, c'est évidemment vous qui êtes sur le terrain. Souvent, vous avez sans doute le sentiment que la traduction dans le récit médiatique de ce que vous vivez ne correspond pas à la réalité. Tout à fait, c'est souvent assez douloureux et c'est douloureux de voir qu'en fait, il faut des vidéos pour nous croire. Heureusement qu'il y a eu des témoins qui ont eu les réflexes de filmer, sinon je pense qu'aujourd'hui ça a été traité comme un fait divers en fait, comme des marginaux qui se battent pour des opinions politiques. C'est comme ça qu'au début c'était présenté. Nous on avait des médias, et je vous le dis, du service public qui nous appelaient en nous demandant oui mais vous savez très bien, est-ce que Quentin il faisait partie de quel groupe? Ah mais c'était pas un groupe nationaliste, vous êtes certain? Mais vous pensez vraiment qu'il était venu nous vous protéger? Il n'avait pas d'autres intentions? Toutes les questions tournaient autour de ça, plutôt que qu'est-ce qu'il s'était passé vraiment, que dans quel état était notre militante, pourquoi est-ce que quand on a des militantes qui finissent étranglées, peut-être que ça justifie qu'aujourd'hui on soit obligé de demander à des jeunes hommes d'être présents pas loin et que finalement même ces jeunes hommes ça ne suffise plus puisqu'ils se font massacrer. Toutes les questions tournaient autour de ça. Le passé, on va dire fantasmé ou pas, de Quentin dans des organisations ou ses opinions politiques, et puis le fait qu'il était catholique traditionnaliste avait l'air de plus intéresser finalement certains médias du service public ou des médias d'extrême gauche plutôt que véritablement les faits. Et moi c'est ça qui me sidère et c'est ce qu'on subit vraiment je vous le dis, depuis 6 ans de militantisme. À chaque fois, oui, mais c'est les femmes de Némésis, on sait comment elles sont. Ce sont des provocatrices, elles sont violentes dans leurs propos, donc elles pourraient être violentes dans la rue. En fait, à chaque fois, c'est ça. Et elles sont d'extrême droite. Tout à fait. On l'entend. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le réflexe d'énormément de filmer tout ce qui se passe, parce qu'en fait, sinon, on ne nous croit pas, et automatiquement, il y a une suspicion à notre égard. Et je crois que Prisca Thévenot avait parlé de collectifs d'extrême droite. Absolument. En ciblant. Est-ce que je peux lui répondre à ce niveau-là, parce qu'elle expliquait, elle nous faisait le procès du fait que vous nous voulez qu'on l'écoute avant? Oui, parfait. Écoutons-la. Pour moi, Némésis n'est absolument pas un mouvement féministe. Quand on prétend défendre les femmes, on ne classe pas les victimes selon l'origine des agresseurs. Donc c'est de l'instrumentalisation et je pense qu'ils en sont parfaitement conscients. Donc je vais vous le dire assez simplement, ce n'est pas un mouvement féministe. Donc si ce n'est pas un mouvement féministe, c'est quoi ? C'est un mouvement identitaire qui se revendique sur des sujets beaucoup plus de lutte contre l'immigration, avec une classification des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Non, moi, j'ai aucune leçon. J'ai aucune leçon à recevoir de Madame Thévenot, qui a été porte-parole du gouvernement. Et quand elle l'était, il y a eu une hausse de 11% des féminicides conjugaux, une hausse de 13% des tentatives de féminicide, une hausse de 7% des violences sexuelles enregistrées. Et quand elle était porte-parole, il y a eu un record d'appels au 39-19, à savoir quand vous êtes victime de violence. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de cette femme. Je disais tout à l'heure qu'on écouterait Maud Bréjean, porte-parole du gouvernement, et elle a eu ce matin les mots qu'il fallait. La France Insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France Insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, en meeting, expliquait que c'était un mouvement, je cite, lié à la France Insoumise et que les membres de la Jeune Garde étaient ses camarades. C'est la France Insoumise qui, en 2024, lors des législatives de 2024, a investi et fait élire un membre de la Jeune Garde. Raphaël Arnaud. Fiché S. C'est la France Insoumise qui, la semaine dernière, le 11 février, dans un communiqué, demandait au gouvernement de revenir sur la dissolution de la Jeune Garde. Il y a donc, vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France insoumise. Responsabilité. Gauthier Lebret. Elle ajoute cette phrase: on a tous une responsabilité lorsqu'on glisse un bulletin LFI dans l'urne. Et donc là, si vous aimez la politique, vous pensez évidemment qu'elle a une arrière-pensée et qu'elle pense à Gabriel Attal quand elle dit cela, parce qu'il y a eu 2 lignes au sein de la Macronie, ceux qui ne choisissent pas entre le RN et la France Insoumise et ceux qui ont choisi comme Gabriel Attal. Donc là, vous avez vu une fracture. Cette phrase, elle est criante. On a tous une responsabilité quand on glisse un bulletin LFI dans l'urne. Quand vous avez le patron de son parti, Gabriel Attal,
qui a appelé à voter LFI face au Rassemblement national. Donc on va voir. Moi j'attends de voir. Si je devais pronostiquer, je dirais que Gabriel Attal finira par prendre la parole et solder tout cela et dira qu'il ne refera plus la même chose à l'avenir et qu'il ne choisira pas entre le Rassemblement national et la France insoumise. Mais j'aimerais aussi parler de François Hollande, parce que vous êtes un ancien président de la République, donc vous êtes de facto une autorité morale. Vous avez dirigé ce pays pendant 5 ans. Et pour retrouver un siège de député, vous êtes prêt à aller vous allier avec Raphaël Arnaud, puisque c'est ça. François Hollande, il s'est allié au sein du nouveau Front Populaire avec un homme comme Raphaël Arnaud pour être élu député. Est-ce qu'il referait la même chose? Que se passera-t-il si Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour de l'élection présidentielle? Oui, vous avez raison. Il l'a dit ce matin, on l'a repassé. Face au Rassemblement national, c'est vrai, il votera Mélenchon. Il l'a dit, mais comme beaucoup... Mais est-ce que ça change les choses, la mort de Quentin? Je pense qu'il y a un point de bascule aujourd'hui. Alors, faut attendre, mais il est clair que si cet assistant parlementaire d'LFI est mis en cause dans la mort de Quentin, c'est un point de bascule extrêmement important. Ça montre la collusion qui existe entre la violence XXL et la France insoumise. Et à ce moment-là, je rejoins Georges Fenech, la question de la dissolution se posera. C'est pour ça qu'il faut attendre. Si cet homme n'est pas, si sa responsabilité n'est pas engagée, les choses forcément sont différentes. Écoutez, il faut savoir combien de personnes étaient de la jeune garde, combien de personnes ont tué en clair Quentin. Mais le procureur, il y a du sous-texte. Tout le monde a compris que ce qu'il disait était très rude pour les agresseurs. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Homicide volontaire. Voilà, il n'y avait pas d'ambiguïté. J'ai eu l'impression d'avoir un procureur qui se saisissait des faits tels qu'on doit s'en saisir. Et puis il y a ceux qui sont présents. Je rappelle que le procureur de Crépol, je ne l'ai jamais entendu. Jamais, je ne l'ai entendu une seule fois. Et que lorsqu'il y a une reconstitution, on ne l'a même pas faite, on l'a faite de manière virtuelle, pour surtout qu'il n'y ait pas de soucis. Non, mais il n'y avait pas de vidéo. Ce que je voudrais dire, c'est que vidéo à Crépol. C'est que nous qui commentons habituellement ce type d'affaires judiciaires, Georges Fenech, et après ça sera la pause. On voit bien qu'il y a, au-delà de l'affaire proprement dite, une affaire politique d'une extrême gravité qui est en train d'arriver. Il est sûr et certain que la jeune garde, c'est LFI, ça a été revendiqué et assumé en son temps par Jean-Luc Mélenchon, qui fait appel à cette jeune garde, qui fait élire le fondateur de cette jeune garde à l'Assemblée nationale, Raphaël Arnaud, etc., etc. Donc ça ne peut pas rester au stade d'une affaire purement judiciaire. Il y aura des conséquences politiques majeures. Et en tant que Lyonnais, je voudrais simplement rappeler que c'est historique parce qu'à Lyon, le seul mort qu'il y avait eu en 1968 sous les coups de l'ultra-gauche, disons, qui manifestait, c'était un commissaire de police sur un pont lyonnais. Donc historiquement, c'est un événement considérable. Jean-Luc Mélenchon, dont on salue toujours l'intelligence, a fait une erreur sans doute très importante en se rapprochant de la jeune garde. C'est une erreur qui peut lui coûter son mouvement. Et Pascal, vous avez vu qui peut lui coûter son mouvement. Les archives qui sont ressorties ce week-end. Que disait Jean-Luc Mélenchon? Camarades, face à l'extrême droite, il va falloir avoir des méthodes impactantes. Il parlait de méthodes impactantes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des méthodes impactantes? Contact. La pause, et puis on a passé également, c'est une intervention de Jean-Luc Mélenchon en 2023, où il disait « Nous n'avons plus le temps, et la révolution, c'est maintenant ». Mais je vous assure, il y a des erreurs parfois qu'on paye cash, et je pense que l'erreur de Jean-Luc Mélenchon de s'être rapproché de cette jeune garde, un mouvement ultra-violent, qu'il a salué. Ah oui, mais c'est lui qui incarne le mouvement. Vous savez la pause. Parce qu'il y a aussi le rôle de la LDH et d'autres associations qui justement ont déposé un recours auprès du Conseil d'État, parce que la jeune garde a été dissoute par Bruno Retailleau. Des associations qu'on paye nous, avec notre argent. J'entends bien, mais c'est Jean-Luc Mélenchon, dans l'esprit du public, qui a fait venir la jeune garde près de lui. Tout à fait. Et aujourd'hui, elle peut tuer son mouvement. Absolument. Il est 16h43. Curtisation de la vie politique.